Il m'a fait couper le son parce que ça va sonner. Pas de souci. Je m'appelle Bruno Boniface, je suis psychiatre, j'ai dans mon cabinet ici, et je suis aussi écrivain. J'ai écrit 2 romans et mon 3e est en préparation. La vieille dame qui voulait se jeter du rez-de-chaussée, donc paru aux ateliers Henri Dougier, et votre premier roman. D'où vous est venue l'idée d'écrire? Comment ça naît cette Ça m'est venu d'une vieille dame qui voulait se jeter du rez-de-chaussée. Ça m'est venu d'une situation qui m'était arrivée à l'hôpital, que j'avais raconté un jour à un dîner chez un vieil ami qui nous a quittés maintenant, qui était auteur de théâtre. Tout le monde avait ses histoires à raconter, tout le monde était théâtreux. Moi, pas du tout. Et pour une fois, j'avais une histoire un peu marrante. Je l'ai racontée, je l'ai un petit peu enjolivé pour que ce soit vraiment marrant et un peu théâtral, parce que j'avais mon public. Et puis cet ami m'a dit, ah bah faut que tu écrives parce que sinon tu vas perdre. Donc je l'ai écrit, il m'a relu au fur et à mesure, il m'a encouragé. Et puis c'est allé jusqu'à l'accouchement de ce livre qui est une série d'histoires avec un lien quand même, parce qu'il y a un personnage récurrent qui a été mon premier roman et qui m'a donné le goût d'écrire. Donc vraiment la première expérience d'écriture. Première expérience d'écriture accouchée, si je vais être tout à fait honnête, j'ai commis des textes auparavant que heureusement j'ai perdu, parce que si je les revoyais, je pense que j'en aurais vraiment honte. Et alors comment est construit ce livre? Est-ce que vous l'avez écrit comme ça au fil? Alors je ne l'ai pas écrit au fil, j'ai rassemblé plusieurs scénettes que j'ai bien sûr beaucoup déformées pour le rendre plus drôle, et puis aussi pour que personne ne puisse se reconnaître dedans. Et après, cet auteur dramatique, donc cet ami, m'a aidé à les mettre en ordre pour que certains personnages soient crédibles. De la réorganisation, du réaménagement aidé par un homme de théâtre. Mais à l'origine, plein de petites scénettes. L'origine des scénettes, certaines totalement fictives, d'autres un peu basées sur la réalité, certaines liées à l'hôpital où je travaille, d'autres liées à la pratique d'un médecin en cabinet, d'un psychiatre en cabinet, d'autres aussi liées à ce qu'est la vie d'un psychiatre, même quand on ne travaille pas, parce que quand on vous demande par exemple à dîner, tu fais quoi dans la vie, je suis médecin, si les gens insistent, les médecins étaient généralistes, je ne vais pas mentir, non, je suis psychiatre, et puis là, il faut forcément se préparer à des réactions, genre ah donc tu analyses tout ce que je dis, voilà, et puis il faut avoir une réponse toute faite. La vôtre est pas mal. La mienne était un petit peu méchante, la mienne était non, si j'étais proctologue, je ne me ferais pas un doigt dans le derrière de tout le monde avant de passer à table. Il y a ça, puis aussi le fait que quand on est psychiatre, on nous invite, puis on dit ah tiens, il faut que je te parle de mon fils ado, il va pas très bien, etc. C'est aussi ça la vie d'un psychiatre. Quand on s'installe dans un cabinet, on a des propriétaires qui ont peur que des patients et des consommés se promènent dans les cages des secours. Alors le personnage de CD, comme Catherine Deneuve, nous a particulièrement touché, même si ce n'est pas l'actrice, évidemment. On a envie d'en savoir un peu plus sur elle. Alors pour savoir plus sur elle, il faut lire Lithium Tonic, qui a été créé effectivement parce que beaucoup de personnes ont été touchées par CD. CD, c'est qui? CD, c'est la consoeur du narrateur de La Vieille Dame. Le narrateur, c'est Olivier Rougier, un psychiatre, qui est un petit peu mon alter ego. Et je voulais qu'il y ait un autre médecin dans le fil narratif, et c'est cette femme, CD, qui est donc cardiologue, qui est bipolaire, qui est borderline, qui est un peu foutraque, qui se bat pour ses patients. Alors, quand il s'agit de travailler, elle a une énergie débordante. Parfois, elle s'écroule, parfois, elle va très mal. Et c'est justement là que cet ami auteur dramatique m'a dit si on veut qu'on comprenne que c'est un très bon médecin et qu'on fasse confiance, il faut avoir des scènes plutôt positives au début et des scènes plus douloureuses après. Et voilà, et son surnom c'est Lithium Tonic parce qu'elle prend du lithium, mais elle le fait passer avec du gin tonic, parce qu'elle est unique avec un verre d'eau. Moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur effectivement le livre. On voit bien le quotidien dans votre cabinet, à l'hôpital, et évidemment cette part de vie, de la vie quotidienne. Et on finit par se demander finalement, être psy, est-ce que c'est
dur à assumer dans la vie de tous les jours par rapport à un autre métier? Est-ce qu'on a du mal à couper à un moment donné? Si je veux entretenir le mythe, je dirais oui. Si je veux être honnête, dans mon cas, non. Parce que moi j'adore ça. Parce que être psy, là vraiment je ne me vends pas, mais c'est être voyeur et être payé pour ça. C'est rentrer dans l'intimité des personnes et c'est passionnant. Si j'aime écrire aussi, c'est parce que j'aime les vies. Et qui mieux qu'un psy et qui est mieux placé qu'un psy pour rentrer dans l'intimité de nos patients, comprendre des choses qui ne sont pas forcément faciles à raconter. Ce que je dis, c'est qu'un médecin, il rentre assez vite dans la maison du patient, la maison au sens métaphorique. Le psy, il y rentre, mais presque directement par la chambre à coucher. Il est tout de suite dans le plus intime. Donc, moi, si je devais choisir un autre métier, je reprendrais le même. Et après, est-ce que c'est facile de décrocher? On ne décroche pas vraiment. Alors, on décroche de ce dont on veut décrocher. On est quand même médecin à la base. Tout ce qui est dur à porter, tout ce qui est douloureux, etc. Oui, il faut le laisser dans le cabinet ou le laisser à l'hôpital. Après, il y a des histoires, il y a des personnes, il y a des destins, des trajectoires dont on se nourrit, surtout si on aime écrire. Donc je ne laisse pas tout dans mon cabinet en fermant le soir. C'est vrai que Hélène, vous nous faites rentrer dans votre chambre à coucher. Parce que oui. C'est vrai. Et ce qui est bien équilibré, c'est qu'on a à la fois ces situations qui sont parfois cocasses, qui peuvent faire sourire ou pas. Il y a des choses aussi dramatiques dans votre livre. Mais il y a, c'est vrai que la partie qui m'a beaucoup intéressée, c'est aussi votre quotidien. Et donc vous entreouvrez cette porte. Oui, une anecdote qui, elle, est très très fidèle à la réalité. C'est le jour où mon père est mort. Mon père est mort à l'âge où on meurt et j'avais l'âge auquel on perd ses parents. Donc c'est tout à fait dans l'ordre des choses, comme il disait lui-même. Mais ça s'est passé à Rouen. Donc on m'appelle, je me rends à Rouen pour assister à ça. Et puis une fois que mon père est mort, je me rappelais que j'avais des rendez-vous à Paris, qu'il fallait que je les décommande. Et j'avais mon téléphone portable avec moi, mais bien sûr la batterie était à plat et bien sûr il n'y avait pas de chargeur. Donc il fallait que je rentre. Et je suis rentré et la première patiente que j'ai vue, je suis arrivé un tout petit peu en retard, je lui ai dit je suis désolé, je suis en retard, j'ai des soucis de famille, elle me dit rien de grave, j'espère, je dis je viens de perdre mon père, elle me propose bien sûr de ne pas avoir le rendez-vous, je dis écoutez, vous êtes là, je suis là, on va faire les choses. Et puis on a eu cette séance et j'étais dans un état émotionnel forcément particulier et je sais que j'ai dit des choses, je lui ai dit des choses sur elle que j'aurais peut-être pas dites autrement. Et puis à la fin du rendez-vous, je me dis j'ai peut-être été un peu en dehors des clous. Au rendez-vous suivant, j'ai à voir avec une lettre. Elle me dit voilà, je voulais vous dire quelque chose, mais j'arrive pas à vous dire, donc je vous l'ai écrit. Je me suis dit on va balader. Et en fait, la lettre était une très jolie lettre que j'écrivais à mon père en disant voilà, j'ai vu votre fils tel jour, le jour où vous êtes parti, et il s'est passé des choses qui ne seraient peut-être pas passées autrement, c'était très bien comme ça. Donc voilà, parfois les vies se télescopent. À cette occasion, j'avais reçu un petit mot de condoléance d'un patient qui avait vu l'annonce dans le journal et qui m'écrit cette phrase qui m'a beaucoup ému, qui m'émeut encore. Il m'écrit « Je réalise que mon psy est aussi un fils ». Voilà. Donc les occasions où les empathies ne s'inversent pas mais deviennent symétriques sont des très belles occasions, très belles expériences de vie. Et c'est vrai que quand on est psy, on est un bonhomme ou une bonne femme et on a en face de nous quelqu'un qui sait qu'on est un bonhomme ou une bonne femme. Ça se sent très bien dans votre livre et tout ça est quand même, puisqu'on parlait de scénettes, tout ça est quand même assez relié. Il y a des fils rouges avec des personnages récurrents, dont effectivement CD dont tu parlais tout à l'heure, et ça se lit comme une série. My Fair Book, c'est une magnifique deuxième vie pour les bouquins. On sait tous qu'un bouquin, ça a une durée de vie très courte, alors que pour
pour son auteur, c'est des années de travail. Et c'est très frustrant de voir que une fois la vague littéraire suivante arrivée, on disparaît. Et voir... J'hésite toujours entre libraire et éditeur. Pour moi, Mafia Book, c'est un peu les deux. Ce sont des rééditeurs. Vous ne les rééditez pas, vous ne les réimprimez pas. Voilà, vous donnez une deuxième vie à des bouquins en les montrant, en parlant d'eux, en faisant parler d'eux, en voyant leurs auteurs, en les décrivant. Pour moi, c'est vraiment une deuxième vie des bouquins. Mes top 3 classiques, il y a L'étranger de Camus, Thérèse Esquerro de Mauriac et Madame Bovary de Flaubert. Donc là, dedans, il y a deux jumeaux parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre Bovary et Esquerro. Deux femmes qui s'ennuient en province et qui font des choses qu'il ne faut pas faire. Certaines que la morale reprouve, d'autres que la loi interdit formellement. Mais il y a l'ennui, il y a des femmes qui s'ennuient à la base des deux. Et L'étranger, c'est ce patient que j'aurais adoré avoir, Meursault, patient homme déconstruit, très masculin dans la mesure où il est incapable de formuler ses émotions. S'il avait pu, il n'aurait pas été guillotiné. Et déconstruit parce qu'il est dans le doute, il n'est pas du tout dans l'affirmation, c'est le contraire du mal alpha. Contemporain, alors il y a Modiano. Modiano, alors il est contemporain parce qu'il est vivant. Le livre qui m'inspire le plus de tendresse, c'est pas un des plus récents, c'est de Six braves garçons. De Six braves garçons, qui est très peu connu. C'est la quintessence de Modiano, c'est l'adolescent financé, j'ai envie de dire, par des parents aisés mais absents, perdu, et qui doit construire son monde intérieur tout seul. En plus, ça décrit un monde que j'ai bien connu, le monde des collèges religieux, des belles banlieues parisiennes. Voilà, donc j'ai une grande tendresse pour ce livre. J'aime tout Modiano. On dit souvent que Modiano, il écrit 43 fois le même bouquin, ce qui me paraît normal, parce que c'est le même bonhomme, et on est tous... on ne tourne pas en rond, on tourne en spirale, c'est-à-dire on tourne autour du même thème avec des distances qui varient, donc c'est pour ça que c'est plutôt des spirales que des ronds. Mais j'ai l'impression que Les Six braves garçons, c'est le centre de cette spirale. Autre bouquin, j'aime beaucoup Albert Cohen. Et je n'aime pas Belle du Seigneur. Je n'aime pas Belle du Seigneur parce que je n'aime pas les personnages pervers de Solal, les borderline bipolaires d'Ariane. Mais chez Albert Cohen, il y a d'autres bouquins que j'aime beaucoup, notamment toute la série avec Les Malheureux. Et mon préféré, c'est Manche-Clou. Manche-Clou, ce personnage totalement foutraque, mythomane, qui s'invente des métiers dont le mien, il s'invente médecin. Été dans aucune faculté, il est avocat, il est tout, il est gourmand, il réécrit même les règles religieuses, il a décrété que le jambon était la partie cachère du cochon, parce qu'il est très gourmand quand même, qu'il est juif. Voilà, donc j'aime Manche-Clou, j'aime le personnage et j'aime ce texte. Troisième livre contemporain, c'est Attaquer la terre et le soleil de Mathieu Bellesi. Mathieu Bellesi est cet écrivain qui s'est acharné à décrire une part de notre histoire qu'on connaît mal, c'est l'Algérie, et on connaît bien la décolonisation, la guerre d'Algérie. Lui s'attachait à décrire la colonisation de l'Algérie, donc dans les années 1840 et quelques, avec cette violence d'un territoire qui était habité, donc c'était une colonisation de remplacement, avec des déplacements de population, avec beaucoup de violence des deux côtés. C'est très très honnête, très douloureuse, qu'on sent que c'est un homme. D'abord, il n'est pas algérien, il n'est pas chinois, donc il n'est pas partie prenante, il n'est pas historien non plus, il est romancier.
mais il s'est immergé là-dedans. Et on arrive dans le même texte à être à la fois le sous-officier français qui fait son job de sous-officier avec des parties très très moches, et une paysanne de Bourgogne qui a cru à ce qu'on lui a fait croire de cet Eldorado algérien où on allait faire fortune, qui a quitté sa Bourgogne. On sait à quel point la Bourgogne est une terre fertile, pour se retrouver à remuer des caillasses pour essayer de faire pousser rien entre deux caillasses. Et alternativement, on est l'un et l'autre. Un livre pour rire, on va traverser la Manche, on va aller en Angleterre et on va ouvrir un bouquin de Tom Sharpe. Alors, ils sont tous très très drôles. Tom Sharpe, c'est cet écrivain qui a le talent de nous amener dans des situations complètement impossibles, à la limite de la science-fiction comme c'est impossible, mais toujours en partant de petits enchaînements, de petites choses qui elles sont totalement possibles. Le bouquin auquel je pense, c'est Porterhouse, qui se déroule dans les universités anglaises. C'est très classique dans la littérature anglaise, parce que les auteurs sont eux-mêmes des universitaires, donc ils décrivent ce qu'ils connaissent bien. Donc ça se passe, j'imagine, à Oxford. Et le début de ce roman, c'est un jeune puceau qui part pour se faire dépuceler en allant voir les filles. Il est craintif quand même, donc il va acheter un préservatif dans un truc qui n'existe plus maintenant, mais un distributeur de préservatifs sur un quai de gare, parce que c'est anonyme, comme ça il ne va pas à la fin de il coince sa pièce de 10 pennies, et il s'énerve, il finit par arracher le distributeur, et surtout le distributeur préservatif qui l'amène dans sa piole pour le cacher. Et pour éliminer les préservatifs, il les gonfle un par un avec le gaz du chauffage et il les fait partir dans la cheminée. Et bien sûr, ça explose. Et puis le collège est couvert de milliers de montgolfières de préservatifs. Voilà, ça met la panique dans toute la ville. Donc voilà, à partir d'un dépucelage qui n'a pas lieu, on arrive à une espèce de catastrophe où toute la police du pays est en émoi. Un livre pour voyager, je pensais à Hemingway. Hemingway est un auteur que j'apprécie. Alors, ça peut étonner de la part d'un psychiatre, mais pourquoi j'aime Hemingway? Parce qu'il ne parle pas d'émotions. Hemingway parle de faits et après il laisse le lecteur se débrouiller avec ses émotions. Et ça j'aime beaucoup, je trouve ça très pudique en fait. Il décrit les choses et il dit voilà, vous débrouillez maintenant avec ça et vous tricotez vos émotions à vous. Le livre auquel je pense, c'est Pour qui sonne le glas. Il y en a d'autres, que j'aime beaucoup. Celui-là me touche, pourquoi? Parce que c'est la guerre d'Espagne. Je suis fils d'une réfugiée de la guerre d'Espagne, donc forcément ça m'émeut un peu particulièrement. Et il décrit des scènes très violentes. C'était lui aussi un grand mythomane, comme Mange-Clou, il décrit des choses auxquelles il n'a pas du tout assisté. C'est lui qui disait à un confrère journaliste de guerre qui le reprochait de bidouiller et d'écrire ses articles depuis sa chambre d'hôtel, excepté du whisky. Il dit oui, c'est vrai, moi j'y vais pas, toi tu vas, mais mes articles sont plus crédibles que les tiens. Voilà, donc ça c'est le génie du vrai menteur qui est plus dans la réalité que le journaliste. Et quand on aime la fiction, on trouve effectivement que la fiction est beaucoup plus vraie que la réalité. Et donc pour qui sonne le glas, il y a cette fascination pour la guerre. Je n'aime pas la guerre, moi j'aime la vie. Hemingway, il aime la guerre, c'est son truc, c'est son adrénaline. Et c'est intéressant de le suivre dans ce goût un peu morbide, mais très, très honnête, très authentique, même si c'est de la fiction déguisée. Un livre pour pleurer, j'ai eu du mal à choisir, donc finalement j'ai choisi le DSM-5. C'est tout petit, ça peut paraître tout petit, mais ça ne se lit pas vite parce que c'est vraiment un catalogue de maladies. C'est le catalogue de maladies mentales, donc on peut choisir tout ce qu'on veut là-dedans. Alors ça fait pleurer, ça fait rire, ça fait rire les interlocutrices. C'est amusant parce que c'est une... D'abord, je pense être le seul à promouvoir ce livre. Pourquoi je parle de ça?
parce que c'est une façon de ranger, comme les papillons dans une boîte d'entomologiste, toutes les souffrances mentales, psychiques. Et je trouve que c'est un effort assez louable. Il est très critiqué en France pour parce qu'il est américain, donc il est forcément mauvais. Et parce qu'en France, on n'est pas très à l'aise avec la notion du diagnostic, on aime bien la psychanalyse, on aime moins les diagnostics. Mais le DSM-5, c'est l'annuaire de toute la misère humaine. Voilà. Un livre plaisir coupable, il y a un écrivain, là je ne vais pas faire des amis, un écrivain que je trouve pas très bon, mais que j'adore lire. C'est Philippe Besson. Parce que alors, lui aussi il raconte toujours la même chose, il parle que de lui, mais il y a des points communs entre lui et moi, donc j'ai l'impression qu'il parle de moi. Et on aime tous parler de soi, et on aime tous encore plus entendre parler de soi. Donc je lis les Philippe Besson, à chaque fois je me dis c'est quand même pas génial, mais à chaque fois je les achète et je continue à les acheter. Voilà. Je crois que tu es plus honnête. Alors j'ai choisi celui-là, parce que c'est le plus gros. Le plus cher. C'est le plus cher, non, j'ai pas vu les prix. Je plaisante, mais même si j'aime bien quand il y a de la matière. Et puis le thème, c'est une paire, fille-père, pardon pour le jeu de mots involontaire. C'est une fille qui est un peu larguée. On aura tous compris que j'aime ces personnages vulnérables, perdus. Là, elle cherche son père. Bon, c'est un grand classique quand même de la psychiatrie, chercher son père, puis le trouver, puis le tuer après, c'est quand même... tant qu'à le trouver, autant le tuer. On ne vous dira pas, on vous donnera pas la réponse. Alors là, je ne On vous connais laisse pas la fin. découvrir. Mais voilà, en lisant la 4e de couverture, cette fille hyper connectée, qui vit au présent, donc on sent vraiment très dans son époque. Et il lui manque la connexion principale, c'est celle de sa naissance. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.